présente Hervé Sauzet, je suis le président de GPMA, la plupart d'entre vous en font partie. Donc je vais juste faire une petite introduction, rassurez-vous, c'est pas moi qui fais la conférence, c'est le docteur Picheri que je remercie de nous faire l'amitié de venir faire cette conférence sur un sujet qu'elle connaît très bien, qui est celui du sommeil. Donc Dr Picheri est la directrice médecin généraliste et directrice du centre de prévention de l'Agirc-Arrco. L'Agirc-Arrco, comme vous le savez, je vous le rappelle, c'est la fédération de toutes les caisses de retraite complémentaires qui ont un très gros volet qu'on connaît souvent pas bien. J'en profite pour vous en parler. Vous pourrez lui poser des questions à la fin de la conférence sur ce sujet-là, qui a une grosse action, ce qu'on appelle une action sociale. C'est-à-dire que dans ce centre, vous pouvez faire, qui n'est pas très loin d'ici, à côté là, vous pouvez faire des bilans de santé gratuits, vous pouvez assister à des ateliers mémoire et plein d'autres ateliers. Il y a plus de 2000 bilans de santé qui sont faits chaque année, qui sont donc offerts aux assurés qui étaient des anciens salariés. Voilà. Donc c'est une très beau centre, il y en a 16 comme ça en France, et Sophie dirige ce centre avec brio, conviction et engagement. Et un mot de remerciement au Gérontopole qui nous accueille ici. Gérontopole Pays de la Loire, c'est la création, il y a une dizaine d'années, par le Conseil régional du Pays de la Loire, de cette grande maison, ce bâtiment qui, sa fonction, c'est simple en une phrase, c'est de réunir et de faire travailler ensemble toutes les personnes qui, organismes, structures, entreprises, privées, associatifs, etc., qui travaillent, s'intéressent au sujet de ce qu'on appelle aujourd'hui d'un vilain mot que vous n'aimez pas, et moi non plus, qui s'appelle les seniors. Hein, vous n'aimez pas, je le savais, je ne vais pas me faire des amis. Donc voilà, donc il y a beaucoup de sujets, il y a la santé, mais il y en a d'autres, il y a l'aménagement des territoires, il y a l'économie, il y a beaucoup de choses. Donc les experts de la région, si vous voulez, sur ces sujets-là, et ils sont nombreux, et ils sont même très nombreux en Pays de la Loire, se retrouvent ici dans des tas de groupes de travail pour avancer au service, bien sûr, c'est un organisme public, au service des personnes, on va dire, de plus de 50 ans, 60 ans, 70 ans. Voilà. Donc, ils nous font l'amitié de nous accueillir ce soir et je les en remercie. Merci beaucoup de cette présentation. Merci aussi de votre confiance renouvelée. Et puis, merci au Gérontopole, en fait, donc notre voisin, de nous accueillir ce soir. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est là pour parler du sommeil. Et vous êtes nombreux ce soir et je pense en fait qu'on reflète bien par votre présence le fait que le sommeil, c'est une plainte assez courante. Un tiers des Français dort plutôt mal. Et la question « as-tu bien dormi ?» résonne dans nos cuisines le matin, au moment en fait de faire couler un café bien corsé. Effectivement, donc c'est un thème important et puis on va le voir. C'est un thème important de par la fréquence de la plainte du sommeil, mais c'est un thème important aussi parce que le manque de sommeil a un impact sur notre santé. Et c'est un thème important aussi parce que quand on a des problématiques de sommeil, il y a des pathologies qui peuvent être responsables et il ne faut pas passer à côté. Et ça peut aussi induire des prises de médicaments, par exemple, ou des comportements qui font que notre santé peut aussi en pâtir. Donc c'est un thème riche à mon cœur en termes de prévention santé, vous l'imaginez bien. Alors voilà, plutôt que l'expression « dormir comme un bébé », ceux qui utilisent cette expression soit ont eu beaucoup de chance avec leurs enfants petits, et je sous-entends que ce n'a pas été mon cas à 3 reprises. Soit ne se souvient pas, parce que des choses, en fait, des expériences avec des bébés, en général, en fait, on se souvient qu'un bébé, c'est un sommeil complètement désordonné. Et oui, un bébé qui dort, c'est charmant. C'est pour ça qu'on utilise en fait cette expression. Mais moi, j'utilise plutôt l'image du chat ronronnant, parce que lui, il a l'air quand même d'avoir un sommeil dit de plomb. Donc on va parler évidemment de cet état. Donc je vous rappelle, le sommeil, c'est un état particulier à la fois
de rupture de vigilance où on a vraiment une perte de conscience du monde extérieur et on a aussi une diminution du tonus musculaire, ce qui explique le sentiment de repos physique et psychique que l'on a après ce qu'on appelle une bonne nuit de sommeil. On va le définir ensemble ce soir. Et donc oui, non, normalement vous ne dormez pas. Je fais des ateliers micro-siestes pendant mes confs sommeil, mais plutôt vers 14 heures. Donc là, non, interdiction, ok ? Alors, on passe près de 30% de notre vie à dormir, d'où en fait aussi l'importance que le sommeil a dans notre vie. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, le sommeil, ça a un rôle clé à la fois dans la santé, mais aussi dans un sentiment de bien-être. Et donc, quand quelqu'un dort mal, nous, dans les centres de prévention, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on y fait de façon plus précise, mais quand on pose toujours la question sur le ressenti de la santé, est-ce que vous vous sentez en bonne santé, très bonne, médiocre ? Et souvent, on a une corrélation avec les personnes qui ont une plainte du sommeil sur cette question-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Par contre, ce qui va être spécifique dans le sommeil, c'est que la plainte, elle est très subjective. Et il faut que je vous donne des pistes aujourd'hui. Si, de façon spontanée, je vous pose la question en début de conférence, est-ce que vous avez des troubles du sommeil ? Il y en a beaucoup qui me répondront oui, surtout que vous êtes là. Alors, il y a un petit biais de sélection. Si vous venez, c'est qu'il y a quand même une question, en fait, à se poser. Mais à la fin, il est possible que vous vous disiez, bon, finalement, c'est pas si mal que ça. Parce que dans la plainte subjective, je ne dis pas en fait qu'il n'y a pas des choses à améliorer, je ne dis pas en fait qu'il n'y a pas de sujet et qu'il ne faut pas écouter votre plainte, au contraire. Mais objectivement, les troubles du sommeil, ça répond en fait à des critères extrêmement précis. Et on est peut-être moins nombreux à avoir de vrais troubles du sommeil quand on parle en fait avec des faits objectifs, avec des échelles par exemple. Alors le rôle du sommeil, je vous en ai parlé tout à l'heure, récupération physique, psychologique. Pendant le sommeil, on a un ralentissement métabolique, mais attention, il y a un métabolisme quand même. Ça sous-entend que le soir, on doit manger un peu, même bien. Qui d'ordine à revoir. C'est comme, faut se méfier un peu des proverbes. Moi, j'aime bien aller voir en fait l'historique. Vous savez, c'est comme en alimentation, en fait, le petit déjeuner de roi, le dîner de prince et le déjeuner de prince et le dîner de mendiant. Allons voir en fait de plus près. Et donc, il y a quand même en fait un métabolisme et on a aussi notre corps qui est quand même au repos avec une diminution de la température corporelle, une diminution de notre rythme cardiaque, de notre respiration, ce qui peut aussi être un des facteurs explicatifs par rapport à la diminution du stress et au sentiment de détente et de bien-être que l'on a après une bonne nuit de sommeil. Le sommeil a des rôles extrêmement importants et notamment il a des rôles dans la sécrétion de certaines hormones. Il y a de plus en plus d'études qui nous montrent, par exemple, que dans les troubles du comportement alimentaire et dans les troubles nutritionnels avec des difficultés d'appétit, c'est souvent en lien... là aussi, on peut corréler avec des problématiques de sommeil. Parce qu'il y a des hormones qui sont sécrétées pendant la nuit qui régulent notre appétit. Et ça, c'est de plus en plus prouvé. Et puis, enfin, on sait aussi qu'avoir un bon sommeil, ça permet aussi, de par toujours son rôle physiologique, avoir en fait un meilleur système, ça contribue à avoir un meilleur système immunitaire. Alors, dans les autres rôles qui sont fondamentaux et qui sont aussi importants, notamment en fait en vieillissant, il y a un rôle fondamental dans la mémoire. Donc notre cerveau, il emmagasine des informations toute la journée. Chaque nuit, il y a une sorte de nettoyage
de la mémoire centrale, si vous me permettez cette expression. Et c'est comme un ordinateur dont on viderait la corbeille régulièrement, où on mettrait des choses à la corbeille régulièrement. Donc ça va faire le tri sur les informations et permettre à notre cerveau de s'y retrouver dans la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, et donc les informations qu'il veut garder le plus longtemps possible, hein, le fait d'apprendre des choses, etc. Et puis on sait que dans les processus de cicatrisation, dans les processus en fait post-opératoires, etc., ça a un rôle aussi en termes de réparation cellulaire, et puis enfin élimination des toxines de notre corps produits en fait par notre métabolisme toute la journée. Alors vous imaginez bien qu'un manque chronique de sommeil, c'est pas une nuit de temps en temps, hein, c'est plusieurs nuits dans la semaine et sur une longue période de plusieurs mois, on va ressentir ce que nous on appelle en médecine une asthénie. C'est-à-dire que en temps normal, vous dites je suis fatigué, c'est pas la même chose qu'une asthénie, une fatigue chronique. C'est-à-dire que dans l'asthénie, il y a une notion de perte de l'état général, hein, et donc on va être sur une fatigue qui empêche de faire ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez besoin de faire dans la journée. Hein. Ça vous empêche, ça vous limite dans vos activités de la journée. Un stress, ça c'est sûr, et a fortiori, ce qu'on appelle des troubles de l'humeur, anxiété, dépression, rumination anxieuse, etc., etc. Dans le cadre de ce stress, souvent, on a un impact cardiovasculaire, vous l'imaginez bien, hein, et il y a aussi des perturbations métaboliques. Je vous disais que le sommeil avait un rôle important en termes de sécrétion hormonale, de métabolisme, etc., de notre organisme. Donc, il y a aussi des perturbations qui jouent un rôle dans certaines pathologies cardiovasculaires, mais aussi des pathologies auto-immunes et probablement aussi dans le cancer. Et puis pour le reste, en fait, on en a déjà parlé. Alors, la physiologie du sommeil, c'est hyper important à comprendre. Moi, j'aime bien expliquer parce que ça vous permet de vous approprier les informations et de vous demander pour vous, enfin pour trouver des solutions aussi pour vous parmi toutes celles que je vais proposer aujourd'hui. Alors un sommeil normal, vous le savez, il y a plusieurs phases et il y a notamment en fait des phases de sommeil plutôt léger et des phases de sommeil plutôt profond. Ok, jusque-là, c'est bon. Il y a le sommeil paradoxal qui a un rôle fondamental là aussi dans les rêves, par exemple, dans le nettoyage de la mémoire, etc. Et dans une nuit normale, on va enchaîner les cycles. Un cycle de sommeil, ça dure à peu près 1h30. Et en fonction, si on est un très bon dormeur ou un petit dormeur, comme on dit, hein, on va enchaîner plus ou moins de cycles. Donc, en fait, une nuit habituelle, à peu près en statistique, on est plutôt entre 7-8 heures. Un plus petit dormeur aura moins de cycles et un gros dormeur aura plus de cycles. L'image du sommeil, c'est souvent sous la forme d'un train. Vous avez déjà entendu parler en fait de cette image-là, c'est-à-dire ne pas louper le départ du train, la fameuse locomotive, et enchaîner les cycles, enchaîner en fait les différents wagons. Cette image-là, je la trouve assez représentative parce que, vous allez le voir, il y a 2 plaintes importantes parmi le tiers des Français qui dorment mal. C'est les problématiques d'endormissement, s'endormir, enfin chercher son sommeil longtemps, et les réveils nocturnes, avec là aussi des difficultés pour se rendormir. Ok ? Donc, en fait, cette image de train, on va la garder pour que par la suite, je puisse l'utiliser. Voilà, c'est exactement la même chose. On va enchaîner en fait 4 à 5 wagons dans notre train, etc. Avec l'âge, le sommeil se modifie. Je vous ai parlé tout à l'heure en fait des nourrissons, ok ? Dans toute notre vie,
il y a des modifications physiologiques. Adolescents, vous aurez du mal. Les bébés, en fait, qui jadis vous réveillaient à 5 heures du mat, en fait, à 2 heures du mat, etc., on est d'accord qu'adolescents, c'est vous qui avez du mal, en fait, à passer l'aspirateur avant midi. Hein? Bon. Donc, vous voyez, il y a des phases comme ça avec l'âge. En vieillissant, il y a des modifications qui sont physiologiques. Mais il faut quand même bien les comprendre parce que même si ces modifications font partie des éléments naturels de la vie, si on ne les comprend pas, si on n'est pas au courant, c'est difficile en fait à accepter. Et il suffit qu'à côté, la personne qui nous accompagne dans notre vie ait le même âge que nous et un sommeil de plomb, c'est quand même énervant. Donc au final, c'est tout à fait normal d'avoir une augmentation légère du délai d'endormissement. Ce n'est pas 2-3 heures en fait avant de s'endormir, mais 20 à 30 minutes, ça reste dans les normes, ça reste correct. Hein? On sait que la durée totale du sommeil, donc vous savez le nombre de wagons, le nombre de wagons d'1h30, la durée totale du sommeil va être peu modifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un petit dormeur restera un petit dormeur, même en retraite, la plupart du temps. Et puis un dormeur, en fait, un gros dormeur, comme on dit, restera en fait normalement en fait avec un besoin de sommeil en fait assez important, c'est-à-dire plus de 8 heures. Hein? La durée totale du sommeil est peu modifiée, mais par contre, on peut avoir une répartition très différente du sommeil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, la sieste devient un élément intéressant, voire même important. Et chez des personnes de grand âge, les octogénaires notamment, c'est assez fréquent d'avoir même plusieurs siestes dans la journée. C'est en fait une modification des phases du sommeil avec une répartition sur les 24 heures qui est différente. Dans le cadre de cette répartition, il y a aussi d'autres modifications, à savoir que la qualité du sommeil va être là aussi modifiée. Vous vous souvenez, sommeil lent, sommeil profond? Eh bien, en vieillissant, notre sommeil est un peu moins profond. C'est-à-dire qu'on va un petit peu être sur un niveau de vigilance qui est toujours satisfaisant, mais moins important que quand on est adulte plus jeune. Et ça veut dire que entre chaque train, entre chaque wagon, surtout au bout de 3-4 wagons, eh bien, comme on a dormi moins profondément, ce qui était en fait avant des micro-éveils, c'est-à-dire le passage entre le sommeil profond et le sommeil léger, devient un éveil. Et c'est pour ça que vous avez en fait souvent le sentiment de sommeil très fractionné. C'est-à-dire que vous sentez les micro-réveils, que vous avez eu toute votre vie. Hein. Dans un micro-réveil habituel, on voit les gens sur les enregistrements vidéo qui se retournent, voyez, bougent un peu, en fait, se recalent dans une autre position et repartent sans franchement s'en apercevoir. Donc, c'est pour ça, en fait, voyez, que vous avez parfois le sentiment de n'avoir, je cite, pas dormi de la nuit. C'est cette impression-là. Alors, clairement, en fait, on dort quand c'est comme ça. Mais on dort d'un sommeil plus léger, avec donc un peu plus de risque de réveil. Et puis, on a une tendance à l'avance de phase. C'est-à-dire que, quand je vous parlais tout à l'heure du fameux moment où il ne fallait pas louper le train, l'entrée en gare, eh bien, cette avance de phase, c'est dès le soir où vous allez avoir en fait peut-être des signes du sommeil qu'il va falloir peut-être écouter. Alors, si l'avance de phase, elle vous empêche complètement d'avoir une vie sociale et si vous avez en fait envie de dormir à 19h30, non, là, il faut consulter, ok ?
Mais si vous aviez l'habitude de vous coucher plutôt tard, après minuit, vous aurez tendance en fait à avoir une avance de phase en fait vers 22h30 par exemple. Hein. Et si vous étiez plutôt entre 22h30 et 23h, alors que peut-être que dans votre quotidien, vous aurez envie d'avoir, vous aurez sommeil en fait dès 21h, 21h30. Ça veut dire des choses importantes parce que votre phase à vous, c'est pas forcément la fin du film. C'est pas forcément la fin du dîner avec les copains, voyez. Donc c'est pas si facile que ça de repérer aussi les signes du sommeil. On va en reparler. Et puis enfin, quand on a une avance de phase en fait de coucher, d'envie de dormir, on a aussi une avance de phase de réveil. Donc c'est vrai qu'on peut devenir des lève-tôt, alors que c'était pas forcément notre habitude. Tout ça, pour nous, c'est pas pathologique. Pour nous, en consultation avec des seniors, je reprends le terme, il paraît qu'il ne vous plaît pas. C'est pour vous réveiller. C'est pas pathologique en soi. Donc la première question qu'on va se poser en consultation et que je vous invite à vous poser, c'est « Ok, mes nuits, en fait, ne ressemblent pas à ce que je voudrais. J'aimerais signer pour autre chose. Mais comment sont mes journées ? Et comment, en fait, moi, je me sens dans ma journée ? Est-ce que j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire, hein ? Et quelles sont les problématiques que ça me pose dans mon quotidien ? On va en reparler de toute façon. Alors, là, en allant, en fait, un peu plus vite, parce que c'est sur les premières explications que je voulais vraiment insister. Mais schématiquement, il faut bien comprendre que notre sommeil, c'est notre cerveau qui commande. Et donc, il faut qu'on soit sympa avec lui. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est comme si dans notre tête, on avait une sorte de chronomètre. Il y a plusieurs processus pour expliquer en fait le rythme du sommeil, mais c'est comme si on avait en fait un chronomètre qui nous faisait en fait alterner l'éveil en journée, le sommeil la nuit. Et ça, c'est très très important pour les insomniaques. Ça, c'est une clé importante. Les insomniaques, on va revoir la définition tout à l'heure. Mais quelqu'un en fait qui a des troubles du sommeil de type insomnie, la compréhension première, c'est de se dire qu'il faut créer, il faut envisager une rééducation du sommeil et il faut créer une pression sur son sommeil. En gros, il faut que notre cerveau comprenne qu'il est l'heure de dormir. Il faut en fait qu'il comprenne, il faut dormir. Hein. Et plus longue est la veille, plus profond sera le sommeil. Mais on a aussi l'habitude, pour parler en fait de ce processus, de dire que nos journées et ce qu'on fait dans nos journées va préparer nos nuits. Enfin, nos journées vont préparer nos nuits, pardon. Hein ? Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et on va reparler, par exemple, du rôle de l'activité physique. Et pour un insomniaque, dans la rééducation, pas de sieste. Interdit. On va en reparler, ok ? Alors un autre processus, là on n'est plus trop sur un chronomètre, mais on est plutôt sur la notion, et il y a quand même la notion de rythme, d'horloge biologique interne. Et là on va être plus sur des cycles hormonaux finalement. Et ça revient un petit peu au même, c'est-à-dire que ça nous apporte comme connaissance une clé qui est là aussi importante, c'est que quand je vous disais qu'il faut être sympa avec notre cerveau, c'est que notre cerveau, il aime bien la régularité. Alors attention, hein, la vie est faite d'imprévus. Hein. C'est ça qui nous nourrit, hein, on est d'accord. Hein. Mais globalement, si vous êtes dans une période de fatigue parce que vous avez enchaîné les nuits difficiles, essayez de reprendre un moment, une régularité dans votre activité physique, dans vos repas, dans votre heure du coucher. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il ne faut pas trop décaler
C'est-à-dire, après une nuit blanche, il faut essayer en fait quand même de garder une sorte de rythme, qu'il ne faut pas avoir trop d'anarchie, si possible, dans nos horaires de coucher, dans nos horaires de lever. C'est pour ça la fameuse expression, vous savez, on récupère jamais une nuit blanche, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Hein, parce qu'au final, c'est quelque chose qui va être important de synchroniser ces sortes de chronomètres ou d'horloges biologiques internes. Et donc, dans ce processus-là d'horloge biologique, il y a la température du corps, il y a la pression artérielle, il y a des sécrétions hormonales comme la mélatonine, le cortisol, en fait, qui sont libérées à certains moments. Plus il va y avoir une bonne synchronisation entre les deux processus, et plus on sera vers le sommeil qui nous convient le plus. Alors, pour résumer, les besoins en sommeil ne sont pas les mêmes. Et même si vous avez signé un contrat de mariage 40 ans avant, eh bien, les besoins ne sont pas les mêmes. Et au final, ce que j'essaye aussi de vous expliquer, et c'est en cela que je vous disais, peut-être qu'après la conférence, vous verrez vos nuits un peu différemment, c'est qu'il n'y a pas de sommeil normal. Il y a un sommeil qui vous permet de mener les journées que vous avez envie de mener. Et il y a un sommeil qui vous permet en fait de ne pas ressentir trop d'angoisse à l'idée d'aller vous coucher. Ça, j'espère en fait pouvoir vous y aider aussi ce soir. Donc, encore une fois, le bon sommeil, c'est celui en fait où vous allez vous sentir bien au réveil, où il n'y aura pas de fatigue majeure dans la journée. Et encore une fois, il y a vraiment des caractéristiques, les petits, les gros dormeurs, et puis être du matin ou être du soir, même si je vous dis que les choses peuvent se modifier quand même un petit peu. Alors, en préambule, je vous expliquais que c'était vraiment très important de faire le point sur des troubles du sommeil. Parce que il y a des pathologies du sommeil qui peuvent passer inaperçues, et c'est vraiment très important de pouvoir en parler avec son médecin traitant. L'une des pathologies où là, ça ne passe pas inaperçu, c'est l'insomnie. Alors, l'insomnie, c'est au-delà de 30 minutes d'endormissement, il y a des critères très précis. Hein. Au-delà de 30 minutes d'endormissement ou des réveils en fait qui sont trop précoces, donc on met à peu près 30 minutes avant l'heure choisie, des difficultés de maintien du sommeil avec des réveils nocturnes qui sont longs, plus de 30 minutes là aussi pour se rendormir, et un temps de sommeil inférieur à 6 heures. Et ça, c'est au moins 3 fois par semaine, et c'est au moins depuis 3 mois, et il y a une répercussion en journée, vous l'imaginez bien. Donc par exemple, pour quelqu'un qui dort plutôt bien, et qui dit « Oh, j'ai fait une insomnie cette nuit », vous lui direz « Ah non, une insomnie, c'est 3 fois par semaine et au moins 3 mois, d'accord ?» Donc c'est un abus de langage. Hein. Bon, la définition de l'insomnie, c'est ça. Après, c'est vraiment une plainte très fréquente, comme je vous le disais, mais c'est important de vraiment noter, et en consultation, on va amener les gens à faire ce qu'on appelle un agenda du sommeil. Vous avez en fait un site internet qui s'appelle le réseau Morphée, qui est fait en fait par des spécialistes du sommeil. Donc je trouve qu'il porte bien son nom, réseau Morphée. Et vous retrouvez ces agendas du sommeil. Alors, classiquement, vous notez l'heure à laquelle vous vous êtes couché la nuit d'avant, les heures auxquelles vous vous êtes réveillé, combien de temps vous avez tenu éveillé, et puis l'heure à laquelle, en fait, vous vous êtes réveillé. Vous devez noter aussi comment vous vous sentez au réveil, et voilà, s'il y a eu des événements intercurrents, etc. Et ce qu'on essaye de dire, en fait, à nos patients insomniaques, et ça, c'est difficile à entendre pour eux, c'est que le temps passé au lit est souvent trop important. S'endormir, j'entends. C'est-à-dire que dans la rééducation, on va se baser là-dessus, c'est-à-dire revenir sur la régularité. Vous savez pourquoi maintenant, mais c'est la régularité de l'heure du coucher, de l'heure du lever, mais c'est aussi une régularité dans les horaires de repas, dans l'activité physique, etc. Et on va diminuer, on va leur demander en fait de se lever s'ils ne dorment pas.
Donc les premières nuits, ça peut être très angoissant, ça peut être très difficile. Donc on prépare ça avant. Hein. Et puis, on va bannir les siestes, et notamment les siestes trop longues. Parce que on veut créer une pression sur le sommeil. Vous avez compris pourquoi maintenant. Hein. On veut créer en fait une pression sur notre sommeil. Alors, clairement, il y a quand même des conditions dites favorisantes pour les insomniaques. Il y a certains métiers, notamment en fait les horaires décalés. Un boulanger en fait à la retraite va quand même clairement avoir beaucoup de mal à avoir des nuits parfaites. Hein. Les horaires de nuit des soignants, etc., ça va être compliqué. Il y a aussi des conditions de vie. Il y a des moments dans notre vie où on souffre en fait d'angoisse particulière. Il y a des moments d'hyperactivité aussi. Vous savez, ces moments de surcharge mentale. Et puis, il y a des pathologies qui vont entraîner les insomnies. Et ça, c'est vraiment en fait une clé fondamentale aussi. C'est de savoir en parler avec son médecin et faire le point sur sa santé de façon générale. Donc, aller rechercher un syndrome d'apnée du sommeil, des problèmes digestifs, des douleurs qui nous empêchent, souvent de l'arthrose ou des douleurs inflammatoires au niveau articulaire, des médicaments qui peuvent être mal adaptés, etc., etc. Et puis, on en a parlé en fait des moments de stress particuliers. Alors, le syndrome d'apnée du sommeil, on l'appelle aussi en fait le SAS ou le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Là, c'est une pathologie qui est vraiment importante et vraiment sous-diagnostiquée. À savoir que quand on respire normalement durant notre sommeil, il y a un passage de l'air et donc de l'oxygène qui est parfait. Et dans le syndrome d'apnée du sommeil, on a vraiment un blocage du passage de l'air par nos voies aériennes supérieures. Dans le ronflement, il y a un passage qui est partiel. Mais dans l'apnée du sommeil obstructive, il y a des moments dans la nuit où le passage, en fait, il est nul. Donc, il y a plein de symptômes. Classiquement, vous avez toujours repéré en général, pour ceux qui en sont atteints ou pour ceux qui connaissent quelqu'un, c'est souvent des gens qui classiquement vont s'endormir à n'importe quel moment de la journée, peuvent s'endormir au volant d'ailleurs, hein, c'est quand même une source d'accidents importants. Les ronflements, c'est classique, etc. Mais il y a aussi des moments où il faut y penser. Et il y a des échelles cliniques qui nous permettent de nous orienter. Donc, parlez-en à votre médecin si vous avez un doute. Et on va être, par exemple, dans la sensation de maux de tête au réveil ou d'avoir une tête dans le brouillard ou une sensation d'étau au moment, en fait, où on se réveille. Il peut y avoir aussi des levées nocturnes parce qu'on a envie d'aller faire pipi beaucoup plus souvent qu'avant. On peut avoir un sommeil assez agité avec... des réveils en sursaut. Hein. Les gens nous décrivent en fait des réveils comme s'ils avaient l'impression qu'ils allaient mourir. Hein. Donc ça peut être des choses comme ça. Et il peut y avoir des troubles de la libido, il peut y avoir en fait des difficultés en journée d'attention, de concentration. Et enfin, dans les difficultés qu'on ressent le plus, somnolence diurne, ronflement, le conjoint qui alerte parce qu'il a l'impression qu'il y a une apnée. Hein. Ça, c'est assez classique, mais s'il n'y a pas ça, il faut quand même pouvoir alerter son médecin. Donc, il faut y penser et faire le point quand on a l'impression que notre sommeil, il n'est pas satisfaisant. Il faut y penser de façon systématique et il faut l'écarter de façon systématique. Donc, c'est une affection qui est chronique, qui est très fréquente. On y pense souvent chez l'homme, mais les femmes ont aussi un risque plus important après leur ménopause. Donc, ce n'est vraiment pas une pathologie exclusivement masculine, donc il faut vraiment y penser. Et puis, en fait, c'est vrai que dans certaines études, ça peut entraîner une surmortalité dans la population de personnes qui ont un syndrome, enfin, dans la tranche de population qui a un SAS, notamment en fait avec un lien qui n'est pas toujours démontré, mais avec un lien avec des pathologies cardiovasculaires. Et dans la prise en charge, alors
classiquement, les personnes à qui on parle du syndrome d'apnée du sommeil me disent « Ah non, moi j'ai un copain qui est appareillé, c'est une catastrophe ». Je ne sais pas si vous avez ce ressenti-là. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites. C'est souvent un appareil où on envoie de l'air en fait dans notre bouche pour augmenter le passage de l'air, d'accord ? On envoie en fait de la pression, tout simplement. C'est mécanique. Et c'est vrai que ça fait un peu de bruit. Et c'est vrai qu'avant, les mallettes étaient extrêmement grandes, donc les gens ne les emmenaient pas en voyage, etc. Maintenant, le matériel a quand même évolué. Ça fait encore du bruit, mais c'est beaucoup plus satisfaisant qu'il y a 5 ou 10 ans. Et les mallettes sont vraiment plus petites et plus pratiques à emmener. Et puis, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Donc, ne pas aller faire le diagnostic parce qu'on n'a pas envie d'avoir cette machine, c'est pas suffisant comme argument à mon sens. Et donc, il y a quand même beaucoup de choses. On sait par exemple que certains médicaments, parce que c'est des personnes qui ont des troubles du sommeil, donc elles ont classiquement plus de risques en fait, de prendre des médicaments qui vont entraîner en fait, le sommeil, qui vont induire le sommeil. Et l'alcool, on sait qu'un surpoids ou une obésité peuvent surajouter et peuvent être des facteurs favorisants. Donc c'est important quand même de faire le point avec la personne et de savoir où on en est. Et il y a aussi d'autres systèmes, d'autres dispositifs avec des orthèses, etc. Mais on en reparlera. Et un autre facteur de risque auquel on ne pense pas forcément, parce que je vous dis, en fait, il y a plein de personnes où on a du mal à y penser, notamment chez des personnes plus jeunes, c'est des personnes qui ont des variations anatomiques. Donc voilà, au niveau du menton, avec un menton en fait qu'on appelle en fait rétrograde, enfin qui rentre un peu. Donc ça peut aussi en fait être un argument. Alors, dans les autres pathologies que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, il y avait le syndrome des jambes sans repos, parce que c'est quelque chose d'assez fréquent quand même. En tout cas qu'on rencontre souvent en consultation chez des personnes qui se plaignent de leur sommeil. Donc c'est très 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 précis, les signes là aussi, avec des mouvements périodiques des jambes au fait au cours du sommeil, c'est-à-dire des mouvements anormaux, non contrôlés, du fait d'un inconfort majeur. Donc ça va être des impatiences comme des fourmillements, des brûlures, et la personne ne peut pas faire autrement que de bouger ses jambes. Et puis ça entraîne évidemment en fait, des problématiques de sommeil qui sont vraiment importantes. Alors là aussi, ce qui est important, c'est d'en parler avec votre médecin traitant, parce que déjà d'une, ça peut ne pas être ça. Le besoin en fait de se lever, les jambes pendantes, etc. Ça peut aussi être une pathologie des artères au niveau de vos jambes. Donc allez voir votre médecin traitant pour qu'il puisse faire la part des choses entre les deux et qu'il puisse vous orienter vers des causes de la pathologie. Souvent, c'est une forme primitive, on ne va pas retrouver de pathologie et c'est le neurologue qu'on ira voir pour voir si un traitement spécifique peut être donné. Mais parfois, ça vaut le coup de faire le point avec notamment de regarder la liste des médicaments, la liste des toxiques, et je mets le café dedans, où c'est important en fait aussi de faire le point avec une prise de sang sur des carences, etc. La prise en charge est difficile, elle est souvent laborieuse et on cherche plein de solutions. Donc c'est souvent en fait très difficile à faire passer, mais là aussi il y a pas mal de choses. Il y a des traitements évidemment pharmacologiques, des médicaments, mais on essaye aussi de donner des conseils par rapport en fait à des règles, on va dire hygiéno-diététiques, et surtout en fait on préconise en fait des étirements, de l'activité physique. Mais voilà, c'est des personnes en fait qu'on va accompagner de façon spécifique. Alors, maintenant que vous savez tout ça, les clés pour mieux dormir. J'en ai donné quand même quelques-unes déjà. Hein ? On va parler de sport. Vous vous y attendiez pas forcément, si ? Si, ok. Tout le monde en fait fait la corrélation entre l'activité physique et le sommeil. Ouais ? Ok, super. Bon bah je m'en vais. C'est le cocktail. Parce que c'est quand même en fait un élément très important. L'activité physique, ça va vous permettre
encore une fois, de créer cette fameuse pression sur le sommeil. Et puis, ça va vous aider aussi à régulariser votre humeur, à vous permettre d'avoir moins d'impact des difficultés de sommeil. Hein. Donc, jouer sur le stress, sur vos capacités d'attention, de concentration, vos capacités cognitives, hein, cérébrales. Hein. Ça va vous aider vraiment aussi pour vous aider à mettre les difficultés de sommeil un peu de côté en fait à certains moments de la journée. Hein, et donc vous permettre de vous sentir plus en forme. Et là, toutes les activités sont intéressantes. Alors sur des activités exigeantes, notamment sur des activités d'endurance, je vous rappelle l'activité d'endurance recommandée, c'est combien? L'activité d'endurance recommandée pour les adultes en termes de durée? Minimale, par jour. Les fameuses 30 minutes, hein? Ouais, exactement. 30 minutes, en fait, par jour ou 1 heure, 3 fois par semaine. Et 2 critères importants pour l'endurance. Il faut être un peu en sueur. Et il faut, pour savoir qu'on est dans l'endurance, il faut avoir, alors non pas une gêne pour respirer, mais il faut aller chercher sa respiration. C'est comme ça que je l'explique aux gens. C'est-à-dire, en fait, c'est toutes les activités comme le vélo, une marche rapide. Il n'y a pas plus de bénéfices, entre guillemets, à la course à pied qu'à la marche rapide. Alors, si vous pouvez faire de la course à pied, allez-y. Hein. Si vous êtes sûr en fait, de vos capacités, vous avez fait un bilan en fait, avec votre médecin, cardio, etc. Vous avez des bonnes chaussures et vous faites attention au sol en fait, sur lequel en fait, vous courez, allez-y. Mais la marche rapide est super intéressante. Toutes les activités aquatiques aussi, c'est hyper intéressant. Et il vaut mieux bouger 3 fois 10 minutes que pas du tout. Donc voilà. Et l'endurance, c'est ça. C'est la marche où vous avez un train à prendre, vous avez été un peu retardé. Ok ? C'est pas une marche balade. Hein ? Donc l'activité physique d'endurance, c'est ça, la danse. C'est une activité d'endurance. De toute façon, quand vous sentez votre cœur battre, attention, hein, pas de palpitation, hein, battre, que vous avez en fait, vous pouvez toujours parler, mais vous ne pourriez pas chanter, hein, vous ne pourriez pas élever la voix. Là, vous êtes au bon rythme. Mais tout ce qui va être aussi activité, on va dire, de gymnastique, de renforcement musculaire, activité d'équilibre, etc. Donc là, les gyms douces, le yoga, tout est hyper intéressant pour réguler son sommeil. Le tout, c'est d'avoir une activité régulière et de faire attention, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, quand on est sur de l'activité d'endurance, pas trop le soir, d'accord ? Là aussi, on va reparler en fait des habitudes. On évite d'être trop loin en fait en soirée. On va en reparler tout à l'heure, mais l'extérieur est fondamental. Je vous ai dit que votre cerveau commandait tout petit organe, hein, 1,5 kg. C'est pas... Même chez les plus intelligents, je vous vois venir. 1,5 kg, il utilise 40% de votre oxygène. D'accord ? Donc, ça veut dire que hyper important d'être en extérieur, ok ? Et l'autre chose importante aussi dans l'extérieur, c'est la luminosité. Et là c'est aussi pour faire comprendre à votre cerveau que la journée, c'est la journée, la nuit, c'est la nuit. C'est basique, mais c'est vraiment très important. Hein ? Mangerbouger.fr, tout le monde est au courant ? On ne peut pas parler d'activité physique, on ne peut pas parler en fait de sommeil, on ne peut pas parler de santé sans parler de ce qu'on met dans notre assiette. Hein. C'est Hippocrate, hein, vous voyez, donc ça commence à dater un tout petit peu. Hein. Donc le premier médicament, c'est ce qu'on met dans notre assiette. Okay ? Et c'est vraiment fondamental. Alors, aliments, on va le revoir, mais aliments pro-sommeil ou les choses en fait qui vous empêchent de bien dormir, oui certainement, mais ça c'est très individuel. Il y a très peu d'études scientifiques pour nous montrer ça. Par contre, avoir en fait un bon équilibre alimentaire,
Mangez suffisamment le soir. C'est-à-dire que le bouillon et la pomme, en général, les gens ne veulent pas me croire, hein, ils résistent en consultation, mais en général, on a vraiment très faim à 4 heures du matin. Donc, ils me disent, mais non, non, j'ai pas faim, docteur. Non, non, c'est pas ça. Mais j'aimerais bien savoir, en fait, combien se dirigent vers le petit placard, en fait, pour aller manger quelques biscuits. Et en fait, finalement, en fait, non, il y a vraiment, l'importance du dîner, elle est fondamentale. Alors, il y a classiquement des aliments qui sont très riches dans un précurseur de la sérotonine, qui est un neuromédiateur, qui favoriserait l'endormissement. Donc, si je vous prescris du chocolat noir, des bananes, des pâtes et des produits laitiers le soir, bon, jusque-là, je ne suis pas très dangereuse. On est d'accord, c'est même plutôt agréable. Bon, ça, c'est vraiment en fait des choses assez classiques. On parle aussi beaucoup des légumes secs. On parle en fait aussi de la viande, de poisson, des œufs, et puis des fameux oléagineux, donc amandes, noix, noisettes, etc. Ok, d'accord. Par contre, en fait, ce qu'on sait, c'est que attention aux excitants, attention au thé. Hein. Le thé, la théine est excitante aussi, ok ? Et attention aussi à toutes les boissons énergisantes. Alors pour certains, c'est 16 heures. Ça, c'est très individuel. Hein. Pour d'autres, ce sera bien avant dans l'après-midi. Ça, c'est à voir, il faut tester. Et puis, pour beaucoup, ce sera aussi la quantité cumulée. Donc, ce n'est pas uniquement l'heure à laquelle vous terminez. Si vous avez pris énormément de café sur la première partie de la matinée, il y a fort à parier que ça va quand même avoir une incidence. Et enfin, les boissons alcoolisées, parce qu'ils vont diminuer la qualité du sommeil, notamment prise le soir, et ça va renforcer le risque d'apnée. Dans un dîner, le dîner idéal, c'est un dîner qui n'est pas trop copieux non plus. De toute façon, quand vous allez au restaurant, en fait, fêter votre anniversaire le soir, bon, vous savez que la nuit d'après, vous allez dormir moyennement, mais vous serez très content parce que vous aurez eu des beaux cadeaux, donc vous vous en fichez. Vous serez porté par ça. Mais classiquement, un dîner, en fait, pas trop copieux, mais pas trop léger non plus, avec quand même des protéines, des glucides qui vont vous apporter en fait toute l'énergie nécessaire pour la nuit. Hein, je vous ai dit qu'il restait quand même un métabolisme la nuit. Et puis des fruits, des légumes, etc. En gros, il ne faut pas être gêné au niveau digestif non plus. Donc la règle d'or, c'est de ne pas s'allonger dans les 2 heures qui suivent. Hein, surtout si vous avez des problèmes d'estomac. Ok ? Tout à l'heure, je vous ai dit, attention à savoir reconnaître les signes du sommeil. Et ça, souvent, on les zappe. Souvent, on ne les regarde pas trop. Surtout si vous êtes au milieu de votre feuilleton et que vous voulez absolument connaître l'assassin. Il y a fort à parier que vous n'allez pas forcément écouter les signes du sommeil. C'est important. Donc ça aussi, c'est subjectif. Est-ce que vous avez les yeux qui piquent un peu ? Est-ce que vous avez les paupières tombantes un petit peu ou qui clignent ? Est-ce que vous bâillez beaucoup ? Est-ce que vous avez froid dans le dos ? Est-ce que vous avez du mal à vous concentrer ? Si vous êtes obligé de relire 3 fois la même page, c'est un bon signe. Faites-vous confiance. Hein ? Mais en tout cas, vous voyez, ces signes-là, ça va peut-être de soi pour certains, mais il y a beaucoup de personnes qui loupent le train et qui, dans la nuit, quand il y a eu un réveil ou plusieurs réveils, ne vont pas forcément les écouter. Hein. Ça veut dire que le train rentre en gare et il faut le prendre. Par rapport à tout ce qu'on a dit, on a parlé en fait de respecter son rythme biologique. Ça, j'en ai déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas forcément en fait y revenir trop. Mais encore une fois, l'une des clés, c'est l'équilibre. Finalement, en fait, pour toute la santé, c'est le plaisir dans vos activités, c'est de savoir faire des pauses. Attention aux agendas de retraités qui sont trop chargés. Attention, quand vous n'avez pas le temps de faire de l'activité physique, quand vous n'avez pas le temps en fait, de voir vos amis, venez nous voir. En général, on a plein de petites choses à se dire. Évidemment, il y a des moments dans la vie en fait, où on n'a pas le choix, mais quand on a le choix, ça me questionne toujours un peu. Et puis, il aime bien la régularité, votre sommeil. Je ne peux pas ne pas parler de médicaments. Je suis généraliste gériatre.
Vous imaginez bien en fait que le nettoyage au Karcher des médicaments et de l'ordonnance, c'est mon boulot. Alors, dans les médicaments qu'on n'aime pas, pour notre cerveau, pour notre équilibre, pour le risque de chute, c'est évidemment tout ce qui va être somnifère et anxiolytique. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut les arrêter. On ne peut pas les arrêter tout seul, surtout si on les prend depuis très longtemps. Et puis, il y a des moments dans la vie qui sont difficiles à passer. Donc, si ça fait plusieurs nuits que vous n'avez pas dormi parce que vous venez de perdre un être cher, vous avez besoin de dormir. C'est comme ça. Donc, pendant quelques temps, une semaine, 15 jours, un mois, vous serez obligé de l'utiliser. Après, au-delà, je vous dis, les recommandations sont très claires maintenant. Il faut éviter. Et par contre, si on les prend depuis plusieurs années, alors encore une fois, on ne peut pas les arrêter tout seul. Donc, il faut être accompagné. Mais il faut quand même que vous sachiez des choses importantes. C'est que c'est des faux amis, c'est des faux copains. C'est un peu comme l'alcool. Enfin, l'impression en fait que vous allez dormir, que ça va vous endormir, vous aider à vous endormir. Mais en fait, ce ne sera pas un sommeil réparateur. Donc, in fine, au bout du bout, vous n'aurez pas bien récupéré. Et puis enfin, on sait très bien que leur efficacité, elle est amoindrie en fonction du temps d'utilisation. Et elle est même nulle au bout de quelques temps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'activité. Mais il y a une activité sur notre dépendance en fait aux médicaments. Donc il faut quand même en fait ne pas les arrêter encore une fois tout seul. Donc comme je vous le disais en fait il y a aussi un risque, c'est d'aggravation en fait de l'apnée. Mais dans l'accompagnement par rapport aux médicaments, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que il y a des traitements antidépresseurs, par exemple, qui peuvent être donnés à des doses plus basses et qui peuvent jouer le rôle d'anxiolytique. Il y a des plantes aussi qu'on peut utiliser. Donc, ne vous sentez pas seul par rapport à un problème d'arrêt des médicaments. Faut juste en fait qu'on prenne le temps et même si on le prend depuis plusieurs années, un jour on arrivera à l'arrêter. Ça va être tout ce qui va être Stilnox, Temesta. Ah, des plantes, pardon. Ah, pardon, excusez-moi. Pardon. Non, je croyais que vous vouliez en fait les noms des médicaments incriminés. Parce que c'est souvent la question qu'on me pose. Ah, il y en a plein. Il y en a plein. Mais là aussi, les plantes, donc aubépine, valériane, camomille, etc. Là aussi, il y a des règles d'utilisation. C'est-à-dire que les tisanes, c'est pas n'importe quelle plante qu'il faut mettre ensemble. Il faut en fait un certain temps d'infusion, une quantité, enfin voilà. Donc non, là aussi c'est un métier. Donc pharmaciens, médecins traitants, ils sont vos référents par rapport au risque par rapport au risque de vos médicaments. Alors on a fait une sorte de journée idéale parce que je vous ai dit, vos journées vont préparer vos nuits. Le matin, vous essayez de vous relever, donc à une heure régulière, vous l'avez vu. Ah oui. Et tous les jours identiques. Même si vous avez l'habitude d'avoir en fait le samedi et le dimanche, essayez de ne pas trop décaler vos horaires de lever. Et puis enfin, vous pouvez en fait commencer avec des étirements et penser à l'activité physique le matin, notamment en fait en extérieur. L'après-midi, la sieste, on va en reparler. Par contre, encore une fois, au bout d'un certain temps, en soirée, votre cerveau, il doit comprendre que vous devez le préparer au sommeil. Et ce fameux rituel du coucher, en fait, qui est extrêmement précieux avec les enfants et qu'on a l'habitude de mettre en place, en fait, pour les enfants, ce rituel du coucher, vous devez aussi vous l'offrir. Vous devez aussi trouver ce qui vous convient le mieux et vous permettre le soir de faire quelque chose de plus apaisé. On parle maintenant des écrans. Tout ce qui va être lumière bleue. Donc, vous en avez dans vos ordinateurs, vos smartphones, votre télévision, vos tablettes. Il n'y en a pas dans les liseuses en général, qui ont un autre éclairage. Ça dit à votre cerveau, cette lumière, elle vient en fait sur votre rétine et ça donne un message direct à votre cerveau. Réveille-toi. Réveille-toi. On continue. Donc, si à 2h du mat', vous avez l'habitude d'ouvrir votre smartphone pour
passer le temps, vous aider à vous rendormir. Ouais. Si vous avez l'habitude en fait d'allumer votre télévision pour vous aider à vous rendormir. Il y a des émissions terriblement soporifiques. Ouais, bah, On s'endort devant. ouais, mais en fait, dans ces cas-là, vous les écoutez, mais vous tournez la télé. Oui, il y a oui, je vois de quel vous voulez parler. Mais là, en fait, vous mettez que le son. Ça suffit aussi. Hein. Donc, pensez à ça. Pensez à vous questionner sur les habitudes que vous avez. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais moi, je m'endors devant la télé, donc vous voyez, moi, la lumière bleue, ça ne me fait rien. Ouais. Bah si, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir un temps entre le moment où vous éteignez la télévision ou l'ordinateur, vous l'avez compris, et le moment où vous allez vous coucher. Ce temps, il est minimum de 30 minutes. Et le fait de s'endormir devant la télévision, votre cerveau, là aussi, il ne va pas forcément comprendre, et donc vous allez vous relever, et il y a fort à parier qu'en allant vous coucher, vous n'avez plus sommeil. Vous n'avez pas vu la fin du film et vous n'arrivez pas à dormir. C'est quand même dingue, hein? C'est mal fait. Donc non, en fait, ça déstructure aussi notre sommeil. Hein? Donc ça fait partie du rituel de lâcher les écrans. Alors, la chambre associée au sommeil, c'est par rapport notamment aux lumières bleues, par rapport en fait à l'ordinateur, dans le smartphone dans la chambre, etc. Pensez-y. Hein? Et puis, accordez-vous un moment pour vous dire, voilà, je fais une pause et puis c'est le bon moment. Pour moi, d'aller dormir, ou en tout cas d'être attentif aussi aux signes du sommeil. En cas d'éveil nocturne, attention, ça va piquer. On se lève. On ne reste pas couché. Si ça fait plus de 20 à 30 minutes que vous essayez de retrouver le sommeil, il y a fort à parier que ça va prendre un petit peu de temps. Et qu'est-ce qui se passe quand on essaye de dormir et qu'on n'y arrive pas la nuit, qu'il est 3 heures du matin? On rumine. On laisse toute la place à notre cerveau pour penser. Et en général, il a du mal en fait à compter les moutons. Hein. Merci du conseil, mais il a du mal en fait à rester là-dessus. Donc en fait, vous connaissez le dicton en fait, la nuit tous les chats sont gris. Je pense que ça ressemble un peu à ça. Et le lendemain matin, vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai pensé à tout ça cette nuit? Hein? Bon, bah, c'est comme ça. C'est naturel. Notre cerveau, il vous ment un peu des fois. Hein. Il va en fait vers des trucs qui sont de l'ordre de l'angoisse, de l'anxiété, des ruminations. Donc, ça ne sert à rien de le laisser en fait aller là. Donc, si vous vous levez, par contre, ce n'est pas le moment de récupérer votre retard de compta. Ce n'est pas le moment en fait de vous mettre à repasser. Vous voyez? C'est pas le moment de faire du vélo d'appartement devant chasse et pêche. On est au repos, ok? On est au repos, hein? Et on attend en fait les fameux signes du sommeil avec son fauteuil préféré, son plaid et une activité qui va vous permettre d'empêcher les ruminations. Votre cerveau, il ne faut pas qu'il parte. Donc une activité quand même en fait qui ne vous soit pas trop ennuyeuse, que vous aimez bien, mais qui ne vous empêche pas d'être vigilant et de vous réendormir. Là aussi, ce n'est pas le moment de lire le dernier polar et vous voulez connaître l'assassin absolument. Vous prenez un livre que vous avez déjà lu, à la rigueur, que vous aimez bien, mais vous connaissez la fin, donc voilà. Des nouvelles. Oh, Proust, il y en a en fait. Bon, je dirais rien sur Proust, on n'est pas là pour ça. Par contre, vous lisez des nouvelles, hein, vous lisez de la poésie, vous faites des mots fléchés, vous faites un rang de laine, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais au calme. Il faut que votre corps, en fait, soit quand même au calme. OK? Donc ça, je sais que ça va un peu à l'encontre, en fait, de ce que vous pensez. Alors, certains peuvent restent dans leur chambre, mais sans risquer, en fait, de réveiller la personne qui vous accompagne. Mais en tout cas, ce qui va être vraiment important, c'est de savoir se réécouter. Il y a fort à parier que les premières nuits vont être difficiles, mais à la rigueur, vous ne risquez pas grand-chose. Hein, si c'est... voilà. La liseuse, encore une fois, peut servir. Elle n'a pas de lumière et je n'ai pas du tout de promo ou de code promo en fait, à vous donner. Les réveils précoces, alors ça, sauf s'ils sont vraiment très précoces. Hein. À 4h, 5h, on ne parle pas de réveil précoce. Mais
enfin 5h30, 6h, si ça a toujours été dans vos habitudes, et si vous avez toujours été un lève-tôt, il y a fort à parier que vous allez vous lever une demi-heure ou une heure plus tôt en fait que vos habitudes. Dans ces cas-là, essayez en fait, voilà, de faire là aussi une activité qui va en fait vous être agréable. Donc ça, pour vous rappeler les éléments importants, un sommeil régulier, une exposition quotidienne à la lumière naturelle. Si vous accompagnez des personnes d'un grand âge et qui ont vraiment beaucoup de mal à sortir en extérieur, etc., beaucoup de mal à se mobiliser, enfin en termes de mobilité, vraiment être derrière une fenêtre, à voir la lumière du jour, que notre cerveau voit la lumière du jour, c'est hyper important. Au moins 1 heure par jour. Une alimentation équilibrée, on en a parlé, l'activité physique en journée, des activités plus calmes le soir, tout ça en fait on en a parlé. Il y a quelque chose en fait qu'il faut vraiment redire, c'est la fameuse sieste, parce que ça c'est quand même en fait un point important. Dans la sieste, soit de façon inhabituelle, vous avez été plusieurs nuits sans dormir. Donc encore une fois, il y a des moments dans la vie où tout simplement sur des moments plus joyeux, vous avez gardé en fait un de vos petits-enfants, en fait, pas de bol, il a eu la varicelle chez vous, sympa. Bon bref, vous voyez bien en fait le genre de situation où vous n'avez pas très bien dormi. Dans ces cas-là, vous allez certainement avoir besoin de récupérer en fait au sens propre et vous allez devoir dormir, et là vous allez dormir 1h30 à peu près. Vous allez faire en fait une sieste 1 ou 2 fois en fait, vous voyez 2 jours de suite d'1h30. Ok, c'est un cycle. Vous allez peut-être empiéter sur la nuit d'après, mais vous aviez besoin de cette récupération-là, donc c'est ok. Par contre, si vous dormez 1h30 de façon régulière, c'est là où vous allez ne pas créer suffisamment de pression sur votre sommeil. Votre cerveau, il ne va pas comprendre. Et enfin, une sieste, en fait, c'est pas dans son lit et c'est pas dans le noir. Là, c'est la sieste idéale, en fait. C'est une sieste assez courte, 15 à 20 minutes. Vous n'avez peut-être même pas l'impression d'avoir dormi, mais il y a eu un premier relâchement musculaire. Il y a eu en fait quand même une petite perte de vigilance. Et le fait d'être sur un temps court comme ça, vous n'avez pas atteint le sommeil profond. Et si vous n'avez pas atteint le sommeil profond, il y a fort à parier que le reste de l'après-midi, vous allez avoir suffisamment d'énergie. Et ça, vous aurez vraiment gagné sur tous les objectifs. Vous reposez et vous permettre d'avoir suffisamment d'énergie pour la suite de la journée, sans empiéter sur la nuit. C'est un peu ça le principe. C'est les siestes à la Salvatore Dali. Vous avez entendu cette histoire déjà? La cuillère en argent ou les clés, voilà, la cuillère en argent, ça fait classe. Qui tombe en fait par terre dès qu'il y a dès qu'il y a le début du relâchement musculaire et qu'il réveille pour qu'il puisse reprendre tout son processus créatif. Ok? C'est vraiment un peu ça. Et là, ça nous permet d'avoir des bonnes journées après sans trop empiéter sur la suite. La gestion du stress, ça va être fondamental. Il y a plusieurs phases dans la gestion du stress. Il y a le fait de se dire, de savoir le reconnaître. Alors, ce n'est pas le stress, je suis stressée en ce moment, parce que j'ai eu un accident de voiture et que... bon, bref. Ce n'est pas ce stress-là, c'est un stress qui est chronique. C'est que vous êtes dans une situation où ça fait longtemps que vous vous adaptez à une situation un peu anormale. Et si vous êtes dans une situation normale, mais que vous vous sentez angoissé ou stressé ou pas comme d'habitude, alors là aussi, c'est bien d'aller voir votre médecin traitant pour faire le point. Et savoir reconnaître la première phase, c'est qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous ressource, et aller vers ces activités. Sans trop vous épuiser, mais aller vers ces activités. Et puis après, il y a plein d'autres activités qui sont hyper intéressantes. On a parlé du yoga, de la gym douce, de la sophro par exemple, de la cohérence cardiaque qui commence en fait à avoir pas mal de résultats et de retours en fait des patients. La cohérence cardiaque en fait, c'est de caler sa respiration sur un rythme beaucoup plus lent. Et au final, dans toutes les activités, aller vers des thérapeutes bien formés. Donc, renseignez-vous bien avant de pousser une porte. Et 2,
me dites pas « Oh, j'ai essayé, ça ne marche pas ». Essayez vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle de sophro, il faut au minimum 5 séances pour acquérir. Et entre-temps, il faut vraiment faire les exercices. Il faut s'y engager. Peut-être que ça ne marchera pas effectivement sur vous, mais il faut s'y engager un minimum avant d'en conclure ça. OK ? Ça s'appelle un sophrologue. Oui, tout à fait. Ouais. Mais vous savez, sur les sites internet, maintenant, il est facile de savoir quelles ont été leurs formations, s'ils ont un diplôme en fait certifiant, etc. Et puis, in fine, allez voir un thérapeute si vous vivez des moments difficiles, parce que c'est important, là aussi, de savoir faire le point avec un professionnel. Des fois, tout seul, on a l'impression d'être dans une impasse. Hein. Donc, sachez que c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et votre médecin traitant, votre pharmacien, là aussi, peuvent vous orienter. Et puis, en fait, enfin, dans les difficultés, il y a des consultations du sommeil. Alors, les consultations du sommeil, j'en ai pas suffisamment parlé peut-être, mais globalement, votre médecin traitant, c'est le point de départ. Après, il vous orientera. Et si il y a un risque d'apnée, ou en tout cas, si on suspecte une apnée du sommeil, alors on vous adressera à un pneumologue en libéral, à un cardiologue en libéral. Hein. Et in fine, si on est face à un syndrome d'apnée du sommeil qui n'arrive pas à être résolu ou à des pathologies qui résistent, alors il y a des centres du sommeil hein, dans les CHU, etc. Et ça peut être vraiment très intéressant. Il y a aussi des centres de la douleur quand on a en fait des douleurs qui sont invalidantes. Les neurologues aussi sont souvent des spécialistes qu'on va consulter parce qu'il y a des pathologies neurologiques qui entraînent des troubles du sommeil, etc. etc. Okay ? Mais votre médecin traitant reste la référence. Et puis, juste, je termine en fait en présentant ce qu'on fait dans les centres. Donc, dans les centres, vos caisses de retraite complémentaires, de la Fédération Agir Carco, œuvrent pour la prévention santé. Et c'est quelque chose de fondamental parce que, comme vous le savez, en France, on a une excellente espérance de vie à la naissance. Dans les petites filles qui naissent actuellement, désolée, hein, il y a encore une différence entre les filles et les garçons. C'est pas sympa. Ouais. Dans les petites filles qui naissent, en fait, actuellement, la moitié seront centenaires. Hein. Il y a un vrai défi à relever, un défi sociétal. Hein. Et ce qui nous motive, ouais, c'est pour ça que la différence, en fait, commence à être à réduire. Et par contre, il y a quelque chose qu'on peut vraiment améliorer, et on n'est pas super bon en Europe, on est en 7e ou 8e position, c'est l'espérance de vie sans incapacité. Être vieux, mais être en la meilleure santé possible jusqu'au bout de sa vie. Hein. Et c'est ce qu'on souhaite à terme individuel, bien entendu, mais en termes de société, ça a aussi un impact fondamental. Et c'est pour ça qu'on propose dans les centres de prévention, 16 en France, de la consultation dans les sièges, mais aussi en région, en téléconsultation, bref, un vrai parcours de prévention santé avec un bilan initial avec un médecin et un psycho. Et pourquoi un psycho ? La santé, définition qui commence à dater aussi, 1946, de l'Organisation mondiale de la santé. La santé, c'est une définition physique, mais aussi psychique, émotionnelle, sociale. On pourrait même rajouter environnementale, etc., etc. Et pour le coup, médecin et psycho, 1 heure avec le médecin, 1 heure avec la psycho, c'est complètement pris en charge par la caisse de retraite complémentaire, la vôtre, ou si vous avez toujours travaillé dans la fonction publique, celle de votre conjoint, parce qu'il y a une offre aussi au conjoint. Et après le bilan, s'il y a des fragilités particulières, on peut vous orienter vers un accompagnement individuel qui, là aussi, sera pris en charge, ou vers des ateliers collectifs qui, eux aussi, sont pris en charge par votre caisse de retraite. Voilà. On est en plein débat, ouais. Ça, en fait, il est peut-être un... Enfin, ça va nous empêcher de dormir, donc on n'en parle pas ce soir. Merci. Merci beaucoup, docteur.
pour cette masse d'informations.